Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente, Tania Marcoux, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast Viséo et bonne écoute. Trop contente de te retrouver dans l'épisode 1 de la saison 3 de Viséo. Dans cet épisode, je reçois un de mes anciens collègues de maîtrise en e-commerce qui, après avoir occupé un poste de directeur marketing pour une petite entreprise, a décidé de se lancer à son compte en marketing web pour finalement se spécialiser dans le marketing par courriel pour les e-commerce. Si tu veux en savoir plus sur ses meilleurs conseils en email marketing, mais aussi sur la création de contenu LinkedIn, c'est l'épisode pour toi. Sans plus tarder, voici ma discussion avec Thierry Lorfis de Lorfis Marketing. Salut Thierry, comment ça va aujourd'hui? Je vais super bien, Tania, et toi? Ça va bien, merci. Donc, si ça te va, je commencerai directement avec des questions brise-glace là, pour commencer l'épisode en douceur. Les gens puissent un petit peu te connaître d'un côté plus personnel. Fait que ma première question brise-glace, ce serait, c'est quoi ton plus grand rêve? Plus grand rêve, c'est sûr que, bon, avec le temps, c'est des choses qui changent, là. Donc, quand j'étais jeune, Ouais. tu sais, je voulais enseigner, il y a certains points, je voulais faire de la musique, choses comme ça. Donc, plus ça avance, plus dans ma définition du rêve change. Là, maintenant, vers quoi je m'enligne depuis que je suis entrepreneur, mon but, on va dire, ce serait le plus grand rêve, c'est vraiment de pouvoir le plus possible démocratiser l'entrepreneuriat auprès de la communauté noire. Ça serait comme un peu comme mission, but de vie, comme tel. Maintenant, la façon dont ça va se faire, concrètement, j'ai pas encore, tu sais, soit est-ce que ça peut être des cours en ligne, est-ce que ça peut être, je sais pas moi, de pouvoir investir, devenir investisseur auprès de grandes entreprises, créer des opportunités. Ça, c'est à voir, mais dire, mon plus grand rêve, vers quoi j'aspire, c'est vraiment me dire, OK, je veux le plus possible, je veux pouvoir donner plus de choses à d'autres entrepreneurs de minorités visibles, à pouvoir vraiment prendre leur place dans la société. Je pense que c'est quelque chose dont on a besoin, surtout ces temps-ci, là, dans les temps un peu plus incertains comme tel. Oui, vraiment. Ben, c'est vraiment, je trouve, une belle mission. C'est tellement important en entrepreneuriat d'en avoir une forte qui nous tient en place quand les temps sont plus difficiles, quand on doute un peu de ce qu'on fait de nous. Fait que, euh, merci pour le partage. Et ensuite, deuxième question un petit peu plus légère, je dirais. Si tu devais aller dîner avec n'importe quelle célébrité, personne là, que je dirais la plupart des gens connaissent, qui choisirais-tu et pourquoi? Je dirais que je choisirais le dîner avec Jay-Z. J'explique pourquoi. Bon, c'est vrai que c'est un meme qui existe depuis longtemps, mais je trouve ce que Jay-Z a accompli sur les plusieurs décennies, ça c'est quand même assez inspirant, là. Autant que, tu sais, il est passé d'un rappeur à aujourd'hui, il est homme d'affaires et investisseur. Et aujourd'hui, c'est veut pas, il crée aussi des opportunités pour d'autres entrepreneurs et entreprises afrodescendantes. Donc, c'est une partie où je me dis, bon, un jour avoir, si je pouvais dîner avec Jay-Z, admettons que si je suis rendu à un point où moi-même mon entreprise est assez prospère, c'est c'est sûr qu'il y a peut-être des trucs de lui que j'aimerais apprendre, sachant que avec son portefeuille d'entreprise qu'il a, définitivement il y a des choses à apprendre. J'aurais beaucoup de choses à apprendre justement de lui. Comme tel. OK, super. J'espère qu'il va entendre notre épisode et qu'il va t'aider. Mais parfait. Fait que maintenant, je te dirais que on peut plonger dans le vif du sujet. Donc, pour les gens qui te connaissent pas, peux-tu te présenter rapidement, tu sais, si tu croises quelqu'un dans la rue, là, comment tu te présenterais en 2, 3 minutes? Et 2, 3 minutes, mon nom c'est Thierry Lorfis, je suis consultant en email marketing pour les boutiques en ligne. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement? Tu sais, c'est comme ça que je le dis, là, souvent, tu sais, toutes les infolettes que tu reçois d'entreprise, ben,
en gros, Ouais. qui, bon, parfois embêtent certaines personnes, je sais, mais qui aident quand même les entreprises à grandir. Mais je pense que j'aide les entreprises à mieux utiliser l'email marketing pour justement, j'ai plus de ventes, garder leur marge de profit. C'est vraiment comme ça que, tu sais, je me présente rapidement. OK. Ben, parfait. Je pense que c'est quand même très clair. Puis maintenant, peux-tu nous raconter qu'est-ce qui t'a mené à devenir spécialiste là-dedans en email marketing? Parce que c'est quand même très précis. Puis je pense pas, en tout cas à ma connaissance, qu'il existe de programmes d'études spécifiques là-dessus, plus des formations en ligne, là, mais qu'est-ce qui a fait que tu as finalement tombé dans ce domaine-là? Je vais, moi-même, quand je suis sorti d'HEC en 2008 avec un bac en marketing, jamais je n'aurais pensé faire de l'email marketing, jamais j'aurais pensé me spécialiser en emailing. C'est même pas quelque chose dont on parlait vraiment sur les bancs d'école, juste pour mettre un peu de contexte là-dessus. Donc, c'est Mhm. pour faire histoire courte. Tu sais, je vais juste raconter un peu mon histoire, comme ça va mieux contextualiser aussi pour toutes les personnes qui écoutent. J'ai fait mon Ouais. bac en marketing. Moi, mon rêve, en guillemets, dream job, je voulais faire en agence. C'est tout ce qui était genre gestion de médias sociaux, c'était vraiment ça qui m'allumait. J'ai appliqué à plein d'agences, je me faisais tout le temps refuser. Donc, à un moment donné, je me suis fait accepter dans un poste de directeur en marketing dans une PME. Il y avait tout à faire. Il n'y avait rien, ça s'appelle Groupe Bellon Prestige, une entreprise d'Auvent. Donc, c'est là où j'ai vraiment tout appris, c'est la meilleure école. Est-ce que j'étais bien payé pour ce que je faisais? Absolument pas. Par contre, ouais, pour tout ce que j'ai appris, pour vrai, largement, je Mhm. le referais 100%. Et là, pendant la COVID, j'ai été mis à pied, donc pendant un mois, donc la COVID est arrivée et tout. C'est là que j'ai eu mon premier goût, tu sais, j'ai goûté pour la première fois à l'entrepreneuriat. Parce que Mhm. on se souvient bien, tu sais, plein de gens qui étaient mis à pied, il y avait aussi la fameuse PC qui était distribuée, puis il y a un point, j'étais comme, OK, je vais pas rester bras croisés et rien faire. Donc là, c'est là que pendant la pandémie, j'ai eu mes premiers clients. Donc à la base, je pensais pas du tout à l'email marketing. Tu sais, je savais en faire, mais c'était pas du tout ce qui me passionnait. Et éventuellement, c'est via Alexandre Corbasson de Digital, il m'a approché, puis là, il m'a dit, ouais, tu sais, je serais intéressé pour que tu fasses un cours de email marketing avec la fusée. Est-ce que j'étais expert là-dedans? Absolument pas, mais faut bien manger, il faut payer ses factures. Donc là, je dis, ben, regarde, OK, je vais le faire. Donc, au début, il m'a dit, je vais te donner 20 heures, 25 heures pour faire le cours. Ça m'a pris un peu plus de temps comme tel. Donc, au Mhm. fur et à mesure, tu sais, je commençais à donner des cours d'email marketing avec la fusée. Je commençais à avoir des clients dans plein de domaines différents. Le truc avec l'entrepreneuriat, c'est que, tu sais, au fur et à mesure qu'on entreprend, on apprend plus sur nous-mêmes. On apprend, on voit ce qu'on aime, on voit ce qu'on n'aime pas faire. Ouais. Tu sais, j'ai fait de la rédaction, je fais de la gestion de médias sociaux pour des clients, et puis à un moment donné, j'étais comme, OK, il y a des trucs que je sais que je ne me vois pas faire du tout, il y a des trucs que je me vois faire comme tel. Et éventuellement, là, c'est vraiment arrivé pendant l'année 2022, j'ai une cliente, quelqu'un qui vend des vêtements rétro, un peu vintage et tout. Elle est venue, donc moi, je lui avais fait toute sa stratégie marketing. Et ce qui avait été Mhm. vraiment payant pour elle, c'était l'email marketing. Donc là, j'étais comme, OK, c'est extrêmement payant, il y a peu de gens qui savent faire ça. C'est Mhm. relativement simple. Tu sais, quand je dis relativement simple, dans le sens où tu sais, c'est moins technique que le SEO. Il y a moins de surveillance à faire que la publicité. La publicité, il faut quand même surveiller constamment, alors qu'une infolettique Ouais. t'envoie ça. Oui, il faut surveiller le compte, mais c'est pas aussi, ça prend pas autant de Mhm. temps. Donc là, j'étais comme, OK, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui me permettrait de, tu sais, bien gagner ma vie, très rentable comme tel. C'est une petite niche. Donc Ouais. là, c'est là que je me suis dit, OK, je vais vraiment me concentrer sur l'emailing. C'est vraiment parti de là, l'email marketing. Puis je pense que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as appris avant t'a beaucoup servi aussi parce que en emailing, surtout la partie copywriting, par exemple, t'a beaucoup servi en email marketing parce que ça reste quand même une des parties principales. Après ça, j'imagine aussi tout ce que tu as appris tu sais, au niveau commerce, automatisation. Qu'est-ce qui t'a vraiment servi le plus là, pour te lancer là-dedans? Je dirais, honnêtement, la partie copywriting, je pense que c'est la partie qui aide le plus et qui s'applique partout en marketing. Ça, c'est le truc là, que je vois trop souvent bon, sur LinkedIn. Je prends, mettons, LinkedIn, Twitter, là, mettons, les créateurs ils vont dire, ouais, mais tu sais, faire des publicités, c'est extrêmement difficile. Ou, mettons, on va dire, faire de la gestion de médias sociaux, c'est difficile. Mais pourtant, en tout cas, ça, c'est mon avis. Si tu connais bien le copywriting, donc tu t'intéresses vraiment à l'humain, c'est sûr que le médium, il change, mais tu sais, le médium et la méthodologie va changer, mais c'est les mêmes règles qui Mhm. s'appliquent. Si tu veux juste créer une expérience qui est intéressante pour le consommateur.
C'est la gestion de médias sociaux, c'est sûr qu'il y a la partie, tu sais, comment créer des visuels, comment créer des belles vidéos, comme tel, mais si Ouais. tu comprends qu'est-ce qui fonctionne bien chez l'être humain, tu vas créer du contenu qui est intéressant. Même chose en publicité et même chose en infolette. Après, c'est sûr que moi, le fait que tu sais, j'ai aussi touché à la partie publicité, donc c'est faire des visuels publicitaires intéressants, tu sais, j'ai appris ça aussi. Est-ce que j'ai fait les meilleurs? Non, mais par contre, c'est sûr que apprendre ça, ça m'a aidé aussi à créer des meilleurs designs en email Mhm. marketing. Le fait d'apprendre justement parfois à scripter des vidéos pour des clients, ça m'a permis aussi d'écrire des meilleures infolettes comme telles. Et aussi le fait que, je mentionne aussi, moi j'ai fait un DESS en commerce électronique, que je trouve honnêtement qui était quand même pratique. Tu sais, souvent, je trouve Mhm. les gens adorent cracher sur l'université, mais je suis comme, non, en vrai, tu sais, il y a beaucoup de connaissances qu'on voit sur les bancs d'école que, tu sais, ça va pas nous servir au jour zéro, mais c'est des choses qu'on va voir plus tard. Et en vrai, là-dessus, je dois dire, j'ai fait un cours de design UX où on avait Ouais. appris un peu les bases de Adobe Figma, des choses comme ça. Je suis comme, on va juste avoir ces petits éléments-là en tête, je suis comme ça m'aide beaucoup. Donc, Si on repart de, OK, tu as trouvé un premier client à travers les formations que tu donnais, tout ça, comment tu fait après pour trouver d'autres clients puis de tranquillement te rendre à pouvoir faire juste ça de ta vie? c'est vrai que mon premier client, je l'ai pas eu par la fusée. En fait, c'est grâce à OK. l'université. Pour faire histoire courte, OK. je m'appelle dans un travail d'équipe. Il Mhm. y avait justement une fille avec qui je travaillais, puis là, elle m'a dit à un moment donné, ouais, tu sais, ma mère, elle a besoin d'aide en marketing. Moi, dans ma tête, je ne pensais même pas à charger quoi que ce soit. Tu sais, dans ma tête, je m'étais dit, OK, je vais juste genre te donner des conseils gratuits. Tu sais, il y a plein d'amis avec qui je faisais ça, là, mettons des amis entrepreneurs, ben regarde, on prend du temps, je te donne ce Ouais. que j'ai appris. Et là, bon, pour mettre en contexte, c'était une courtière immobilière avec qui je travaille encore aujourd'hui, d'ailleurs. On s'est assis, puis là, tu sais, j'ai fait une petite, tu sais, j'ai regardé un peu son site, j'ai regardé un peu ses médias sociaux, puis là, je dis, regarde, voici tel point qui serait amélioré, comme tel, voici genre des recommandations. Puis là, elle me dit, ah, ben, tiens, envoie-moi une soumission. Donc là, déjà, j'étais comme, OK, je m'attendais pas. Dans ma tête, j'étais comme, je vais pas t'envoyer une soumission. Moi, c'est juste, je venais de donner des conseils gratuits, puis je pensais même pas à l'idée de charger encore. Tu sais, je n'étais pas encore rendu là dans ma tête. C'est quand même drôle à dire, là. Je trouve que quand j'étais sur le marché du travail, surtout quand on sort de l'université, ça nous montre vraiment une vision basée de la réalité. C'est quand tu sors, mettons, de HEC, tu vas voir que tu sors de HEC en marketing, tu vas commencer avec un salaire de 45 000 et le max que tu vas faire, c'est peut-être 90 000. Donc moi, dans ma tête, je m'étais Mhm. dit, OK, faire de l'argent sur le côté, impossible, il faut vraiment être quelqu'un d'expérience, quelque chose comme ça. Donc, au fur et à mesure, tu sais, au début, tu sais, j'envoyais ma première soumission, puis je chargeais, je pense, moins de 1000 $ par mois. Je faisais des médias sociaux, la rédaction SEO, la gestion de Google. Tu sais, je faisais tout Ouais. comme tel. Ouais, c'est pour un prix qui était ridiculement bas. Donc, au moins, tu sais, c'est là. Et je dis pas non plus à tout le monde, OK, il faut travailler à des prix extrêmement bas, mais par contre, tu sais, il y a aussi une saison où on apprend, il y a une saison aussi où on va aller chercher l'argent, on va vraiment changer le juste prix. Mais là, en ce moment, j'étais en train d'apprendre. Mhm. Moi, ce qui m'a permis vraiment d'aller chercher ensuite, petit à petit, les clients, c'est en publiant régulièrement sur LinkedIn. Pour faire Mhm. histoire courte, quand j'étais chez mon ancien employeur, tu sais, le salaire, je sais qu'il était bas. Donc, à un certain point, il fallait que je me donne aussi un leverage pour négocier. J'avais lu le livre d'Olivier Lambert qui est Double ta valeur, et là, il disait, tu sais, si tu veux pouvoir augmenter ton salaire, ben, tu sais, documente ton aventure sur LinkedIn. Donc là, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, tu sais, j'écris OK. des publications, j'écrivais parfois aussi des petits articles de blog, 1000 mots. Donc, au fur et à mesure, tu sais, j'ai affiné ma plume. Euh, Petit à petit aussi, j'ai eu d'autres opportunités qui sont arrivées grâce à la création de contenu et surtout, on apprend la constance. Donc, il y a un truc que veut pas là, et ça, c'est un truc qui, je pense, qui est sous-estimé largement, c'est quand tu dis justement aux gens, regarde, je suis capable de créer du contenu, c'est pour moi, de façon constante, voici les retombées, mais tu sais, les clients, ça rassure aussi à dire, OK, ben, si t'es constant dans ta création de contenu, dans ta vie de tous les jours, tu vas être aussi constant dans le service que tu offres avec moi. Et Mhm. ça, puis, j'ai eu des clients qui sont venus, et aussi, je me suis créé aussi un réseau d'amis qui Ouais. m'ont référé aussi de très gros clients que je n'aurais peut-être jamais pu avoir sans ce réseau-là. Donc là-dessus, alors, je dois dire 100% que LinkedIn a vraiment été un game changer pour créer, tu sais, ce bassin d'amis, ce bassin d'entrepreneurs qui m'aident à grandir. Donc ça, c'est peut-être la chose que je peux recommander à toute personne qui justement veut viser haut dans la vie, c'est de se dire, bah, tu sais, tu construis une marque personnelle, c'est vraiment quelque chose Mhm. qui va t'aider à moyen et long terme. Je pense que c'est tellement un bon conseil là, parce que moi aussi, j'ai vraiment vu de mon expérience l'impact que ça peut avoir. Tu sais, moi, j'ai été formée au début par Ambroise Debray, là, que j'ai reçu sur le podcast, le premier épisode de Ever de vidéo. Puis c'est vraiment quelque chose qui
ils apprenaient, puis qui poussaient beaucoup, puis j'ai eu la chance de voyager avec, tu sais, quelques mois après m'être lancée comme freelance, puis ils m'encourageaient à faire des stories, puis tout ça. Moi, c'était plus Instagram, mon canal principal au début. Puis, tu sais, après ça, ben, c'est ça, des fois, tu sais jamais qu'est-ce qui peut en ressortir. Des fois, c'est comme quelqu'un qui te suit, qui est pas en tout en marketing, mais qui a quelqu'un dans sa famille qui est en marketing, puis qui a besoin d'aide, fait qu'il te réfère à cette personne-là. Des fois, c'est des anciens collègues d'école. Fait que je pense que c'est important si on veut développer là, de manière efficace de se mettre de l'avant, de montrer ce qu'on fait, tout. Euh, Puis j'aurais des questions peut-être plus par rapport à LinkedIn parce que je pense que c'est un canal qui a beaucoup de potentiel que j'ai pas encore beaucoup exploité. Puis je pense qu'il y a plein de gens aussi qui se posent des questions. Fait que toi, comment tu fait pour maîtriser ce canal-là? Puis c'était quoi tes meilleurs conseils pour quelqu'un qui peut faire comme toi, commencer à documenter son expérience, puis à tranquillement obtenir des opportunités d'affaires à partir de là? C'est première chose parce que c'est vrai que LinkedIn a un peu cette réputation d'être un canal très beige. On le voit vraiment comme étant, tu sais, c'est... Et bon, moi aussi, quand je sortais de l'université, j'avais vraiment cette image de LinkedIn, un peu des vice-présidents Ouais. d'entreprise qui se pètent les bretelles euh, comme tel. Donc, tu sais, première chose que je recommanderais, c'est déjà de tu sais, suivre les bonnes personnes. Donc, c'est là, je pense, à mettant à Isaël Morin, je vois aussi Sarah Wardigui de Le Pouce Bleu. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui tu sais, créent du contenu qui est très intéressant, qui est très pertinent et qui, tu sais, on va dire, performe bien sur la plateforme. Tu sais, juste pour comprendre les codes et suivre déjà les bonnes personnes, ça va t'aider. Deuxième point, et ça, c'est le plus dur, c'est d'accepter d'être pourri dans la création de contenu. Tu sais, dans le sens, et là, je le dis, mes premières publications n'étaient pas bonnes. C'était pas bon, c'était pas rassurant du tout. Il faut que tu acceptes que tu sais, tu vas t'afficher en public devant des gens. Ça ne sera pas toujours super, ça ne sera pas toujours reluisant. Mais par contre, déjà que chaque jour, les gens ils reçoivent quoi, une centaine de courriels, on lit des kilomètres de publications, autant sur Instagram, LinkedIn, peu importe. Une mauvaise publication, les gens vont l'oublier de toute façon. À moins que tu fasses vraiment un scandale ou que tu dises quelque chose de vraiment outrageux, mais les gens vont oublier. Mais ça, donc déjà, si tu te mets dans la tête que pendant quelques mois, au pire, il y a peut-être des gens qui vont sourire, ricaner. Ces gens-là, dans quelques années, ils vont venir te demander de l'aide. Et c'est quand même ironique parce que moi, quand j'avais commencé à publier sur LinkedIn, il y en a qui me blaguaient là-dessus. Ah, tu crées du contenu sur LinkedIn. Et ces mêmes personnes-là, quelques années plus tard, ah, ben, comment on fait pour partir à son compte? Mm. C'est quand même assez drôle Ouais. de voir un peu ce changement-là. Donc, c'est juste, il faut accepter. C'est un peu comme quand on va au gym. Tu sais, je prends l'exemple du gym. Tu rentres au gym la première fois, tu sais pas comment ça fonctionne, tu sais pas comment les machines Mhm. fonctionnent, donc c'est sûr que t'auras l'air peut-être un peu ridicule en utilisant les machines, au pire. Puis après, dans quelques mois, ben, tu sais, tu vas changer, tu vas t'améliorer, c'est ça. Donc moi, je dirais vraiment, tu sais, apprendre les codes en suivant les bonnes personnes, accepter d'être mauvais, la constance, ça s'apprend, puis ensuite, tu sais, moi, là-dessus, j'avoue que j'ai investi dans des formations, tu sais, j'avoue que j'avais acheté une formation de Isaël Morin. C'est une petite formation qu'il faisait, mais très basique. Ça t'apprend les bases. C'est pas magique, dans le sens où tu apprends les bases de la plateforme quand on Mhm. crée du bon contenu. Mais tu sais, si tu fais les bases chaque jour, à un Mhm. moment donné, tu sais, ça va commencer à grandir petit à petit, là. Je comprends. Puis, est-ce que au début, t'avais comme cette, cette peur-là de te faire voir ou pour toi, ça avait toujours été comme naturel parce que veux pas, il y a beaucoup d'yeux sur ton contenu. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir une espèce de peur du jugement. Surtout que c'est un réseau justement qui est plus corporate, plus professionnel. Fait que comment t'as vécu ça? Tu sais, est-ce qu'il y avait une peur du jugement? Oui, c'est sûr à 100%. Après, tu sais, si je prends pas de recul, tu sais, dans mon cas où j'étais, tu sais, j'étais largement soupé par rapport à la valeur que j'apportais dans l'entreprise. Donc déjà là, tu sais, j'étais dans un mindset à me dire, OK, je sais que je ne peux pas être, tu sais, je peux pas passer ma vie à me dire, je vais toujours être, c'est mal reconnu, que ce soit en entreprise ou dans la vie de tous les jours. Donc, tu sais, quand Mhm. j'avais lu le livre d'Olivier Lambert, c'est Double ta valeur, je le voyais plus comme, OK, tu sais, ça, c'est le prix à payer pour me rendre là où je vais aller. Je Le comprends. jugement des autres, à un certain point, je suis comme, on sera toujours jugé. Ça, c'est une chose que j'ai compris. Tu sais, on sera toujours jugé. Est-ce que c'est amusant? Je suis comme non, mais
ces gens qui te jugent, c'est très rarement des gens, en tout cas, qui ont fait plus que toi. Ça arrive très rarement, mais tu vas te faire juger peu importe. Tu entreprends, on va faire des erreurs, ça arrive, ça fait partie du jeu, mais en soi, on est en vie, on a un Mhm. toit où vivre, on a de l'eau. Donc, la pire chose qui puisse arriver, c'est soit que ma publication flop, ou bien que les gens vont être fâchés, vont dire, OK, je suis pas d'accord avec tes idées, genre. C'est pas mal ça, Ouais. je pense, les pires conséquences qui peuvent arriver. Donc, tu sais, il faut quand même, je pense qu'il faut être capable de relativiser, à dire, OK, tu sais, le jugement des personnes, tu sais, il y en a qui vont ricaner, ils vont peut-être rire de toi dans le confort de leur salon, mais tu sais, de toute façon, ces gens-là n'auraient jamais le courage de venir dans ton visage et répéter ça Mhm. comme tel. Donc, tu sais, et Ouais. surtout, je trouve que LinkedIn, et ça, je pense que c'est un truc qui peut peut-être aider les gens, pour ceux qui veulent, que ce soit LinkedIn ou, ouais, je vais prendre LinkedIn, mais LinkedIn reste un réseau qui est quand même professionnel, qui est quand même beaucoup plus courtois par rapport à un TikTok, Twitter, Instagram, là. Tu sais, c'est du Mhm. texte, c'est beaucoup plus facile, t'as pas nécessairement besoin de mettre ton visage. Bon, c'est sûr que les selfies, ça fonctionnait quand même bien il y a quelques temps sur LinkedIn, mais tu mets du texte, les gens sont, tu sais, leur nom, leur prénom apparaît. Donc, c'est très rare qu'une personne vraiment comme t'insulter avec son nom qui était. Il y en a qui le font. Il y en a qui sont assez audacieux, qui disent, OK, je vais insulter, puis ils sont comme ça, mais Ouais, ouais. le reste, là, non, les gens sont quand même relativement pour toi. Tu sais, je le mets, après, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui divergent, mais ça reste quand même Mhm. assez tranquille, je trouve, comme réseau par rapport à TikTok où là, euh, TikTok, c'est un peu la jungle. En tout cas, quand je Les vois gens le se type lâchent de lousse. commentaires, les gens se lâchent loose, ils disent tout et n'importe quoi qui leur passe par l'esprit, puis là, je suis comme, OK, il y a un impact sur le mental qui peut jouer. Donc, Ouais. si tu as peur du jugement, tu veux bâtir ton entreprise comme LinkedIn, tu sais, les gens qui ont l'argent pour te payer, ils sont sur LinkedIn en règle générale. Tu sais, je discarte pas les autres réseaux, mais je dis juste c'est comme plus facile, je trouve, de commencer sur LinkedIn. En plus que, encore aujourd'hui en 2024, oui, la portée organique Mhm. a un peu baissé, mais c'est tout à fait possible de Ouais. se faire. Je comprends. Puis ça m'amène une question, peut-être une dernière question par rapport à LinkedIn. Qu'est-ce que tu as remarqué qui fonctionne le plus? Tu sais, si tu aurais à suivre la règle de Pareto de 80-20%, qu'est-ce qui a le plus d'impact pour quelqu'un qui veut se lancer? Ouf, c'est une question difficile parce que là, j'avoue que Ouais. je suis pas expert à LinkedIn et surtout, je sais que c'est en train de changer drastiquement. En tout cas, de ce que j'ai compris, là, récemment, j'ai comme acheté un coaching Mhm. euh, avec Nathan Fortin pour comprendre la prospection. Et tu sais, je lis aussi parfois d'autres infolettes, puis tu sais, on voit de plus en plus, là, ça a été annoncé, LinkedIn veut pousser davantage le contenu éducatif plutôt que genre le contenu Hmm. semi-inspirant, storytelling, larmoyant, là, ce genre de Je truc-là. comprends. Donc, là-dessus, honnêtement, tu sais, moi, je vais le dire ainsi. Ce qui fonctionne bien, c'est la constance. Bien franchement, tu sais, Hmm. c'est vraiment se Ouais. focaliser. Est-ce que ce que j'apporte est pertinent pour mon client idéal? C'est vraiment sur ça que on Mhm. devrait focaliser d'abord et avant tout. Est-ce que c'est facile à lire? Est-ce que c'est amusant? Et est-ce que la personne, mon client qui essaie de dire, OK, ça va être bon. C'est sûr que oui, tu peux faire un storytelling, je veux dire storytelling larmoyant, là, s'il y en a qui, tu sais, ça fonctionne. Ça fonctionne, veut pas, là, qu'on raconte une histoire triste. Oui, il y a beaucoup de gens qui vont te liker. Est-ce que maintenant, les clients, ils vont t'acheter parce que, ah ouais, j'ai vu ton histoire triste, j'ai pleuré, je vais sortir ma carte de crédit. Que ça m'est jamais arrivé, personnellement. Mhm. Donc, moi, je Ouais. dirais, c'est focalise vraiment sur montrer, tu sais, les bonnes pratiques de ton industrie, éduque les gens. Tu sais, oui, intègre aussi ton histoire personnelle parce que, tu sais, l'aspect humain reste, tu sais, on est tous des êtres humains, on s'intéresse à l'être humain, mais tu veux pas non plus juste miser là-dessus. Mhm. Et surtout, mais tu sais, plus tu es capable de publier, plus tu es capable de, tu sais, faire des erreurs et apprendre plus rapidement. Donc là-dessus, bon, après, je sais que ça, ce serait un peu controversé par rapport, je vais prendre le marché québécois, là, je prends par rapport au Ouais. marché américain. Souvent, tu sais, on a un peu le discours, ah, tu sais, il faut pas publier chaque jour. Je dis pas qu'il faut publier, tu sais, je dis pas qu'il faut, mais plus tu es constant, plus tu fais des erreurs, plus tu t'améliores rapidement. Donc honnêtement, là, moi, je trouve, Mhm. essaye le plus possible. C'est casse-toi la gueule un peu plus souvent et tu vas voir les retombées. Moi, je l'ai fait en 2023, puis là, je continue en 2024 d'aller chercher cette constance-là, puis je suis comme, OK, ça paye, hein, ça paye, ça vaut la peine, c'est le prêt à payer. Maintenant, est-ce que je veux faire ça toute ma vie? Non. C'est sûr que éventuellement, et c'est sur ça que je suis en train de travailler, c'est me dire, OK, là, je suis en train de mettre en place mon système d'acquisition pour que je n'ai pas à tout le temps dépendre de cet algorithme-là et toujours travailler chaque jour. Et par contre, quand tu Mhm. commences l'entrepreneuriat, tu sais, il faut, et je le dis pour tout le monde, faut se dire que, tu sais, au début, ça va être plus difficile et la seule chose que tu as, c'est ton temps. Surtout si, admettons, tu commences à entreprendre dans ta vingtaine,
c'est pas mal ça que tu as. C'est sûr qu'une personne qui est dans la quarantaine, qui a peut-être plus d'expérience, ok, là, il y en a qui débutent plus tard, qui ont déjà un réseau, ils ont plus d'argent, donc ils n'ont pas besoin de jouer cette game-là des réseaux sociaux. Et quand Mhm. tu débutes, je suis comme, bah, ok, là, tu as ton temps, il faut que tu crées toi-même tes propres ressources pour éventuellement atteindre là où tu veux te rendre. Ben, je pense que c'est des bons trucs. Fait que si je résume, je pense que ce qui est hyper important pour le gym, c'est premièrement la constance. Deuxièmement, de trouver une bonne balance entre se présenter en tant qu'humain, puis aussi offrir de la valeur à travers du contenu éducatif. Fait que je pense que si les gens qui écoutent retiennent ces deux points-là, ça devrait déjà avoir un bon impact sur leurs résultats. Et ça m'amène à ma prochaine question. À travers tout ton parcours entrepreneurial jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu dirais qui a été ton plus gros défi? Comment tu as réussi à passer à travers? Le gros défi, c'est, en tout cas, en date d'aujourd'hui, c'est établir son offre comme telle. Je m'explique parce que c'est vraiment savoir qu'est-ce que tu veux vraiment et qu'est-ce c'est qui t'amuse. Si je peux- C'est sûr que l'entraîneur, c'est pas tout le temps amusant, là, c'est pas tout rose comme les gens Ouais. aiment bien le montrer sur les réseaux sociaux, mais moi, pour mettre en contexte, en 2021, je pense que j'avais investi avec Tatiana Saint-Louis dans le programme Moneyburn, un excellent investissement à monter. Donc, j'avais développé avec elle une offre. Donc, OK. j'ai testé l'offre, ça fonctionnait, mais c'est trop gros. Donc là, Hmm. au début, j'étais comme, OK, c'était une offre où je faisais comme toute la stratégie pour mes clients. Donc là, éventuellement, j'étais comme, OK, c'est peut-être pas. Finalement, j'étais comme, OK, c'est quelque chose qui marche, mais c'est pas ce que je veux faire. C'est pas le genre d'entreprise que je vais développer parce que cette offre-là nécessitait que, tu sais, je développe indirectement une grosse agence. Si je faisais OK. comme toute la stratégie et l'application, mais il fallait genre, des développeurs pour mettre en place la stratégie, des copywriters, tout ça. J'étais comme, OK, Mhm. là où j'en suis là, ça faisait même pas un an que j'étais parti à mon compte. Je suis comme, c'est pas là que je veux. Non. Et pour développer cette offre-là, ben, il faut que tu ailles chercher de l'expérience, il faut que tu ailles chercher des proof of concept que ce que tu fais, ça fonctionne. Donc, moi, mettons, pour passer de généraliste à spécialiste, ben, il fallait que je me trouve des clients avec qui, là, j'ai testé la mise en place justement de logiciels d'email marketing avec Klaviyo, que je travaille constamment. Donc là, j'ai testé avec des clients, puis là, après, j'ai vu, OK, voici ce qui fonctionne. Donc, les automatisations, ça, c'est quelque chose qui est simple à faire, ça fonctionne, très rentable. OK, ça, c'est une offre que j'ai développée. Gestion d'infolette, là, je l'ai fait avec une autre cliente. Là, j'ai testé les processus une première fois. Tu sais, on va dire, je me suis cassé la gueule un peu, là, dans le sens où les heures que je mettais étaient incroyablement longues. C'est très chronophage. Donc là, c'est comme, OK, c'est une offre qui fonctionne, mais là, il faut que j'apprenne à gérer. Donc, il faut accepter que en entrepreneuriat, tu vas faire des erreurs. Tu sais pas exactement ce que tu veux et c'est tout à fait normal. Et pour Mhm. découvrir vraiment qu'est-ce que tu veux vraiment, ben, tu sais, il faut le tester. C'est un peu comme quand tu cherches des amis, tu cherches l'amour, peu importe. Tu sais, tu vas voir des gens avec qui tu t'entends bien, des gens avec qui tu t'entends pas bien. Tu vas dire, OK, ben, ces gens-là, je ne les veux pas dans mon cercle proche. Même chose en entrepreneuriat, ben, OK, je veux, par exemple, avoir ce type de client. Il y a peut-être des clients avec qui tu vas dire, OK, je ne m'entends pas dans cette industrie-là, ça ne me ressemble pas. Mais pour ça, il faut que tu le Mhm. saches, il faut que tu le testes. Ça répond bien à ma question. C'est un challenge que beaucoup de gens ont là, pour côtoyer souvent des entrepreneurs. Je pense qu'il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Puis pour les gens, je peux m'associer à ça parce que je suis comme ça, là, qui aime un peu tout faire. Puis tout, des fois, ça devient difficile de faire comme, OK, qu'est-ce que je maintiens à travers le temps? Puis, comme tu dis, je pense que de tester, c'est ça des fois que ça prend là, pour arriver à une fin puis à ce qu'on veut vraiment. Puis, euh, fait que, ouais, ça fait du sens. Maintenant, si on plonge plus là dans ton expertise, qui est le email marketing, euh, ouais, ok. J'ai plusieurs questions, mais je vais essayer d'y aller graduellement. Fait que premièrement, comment on commence? C'est quelqu'un qui a rien en place là, au niveau du email marketing. Par quoi tu lui conseillerais de commencer? Sûr que là, bon, moi, je travaille généralement avec des e-commerce, donc là, sachant que les gens qui écoutent le podcast, c'est plus, on va dire, solopreneur, donc la façon de faire va être différente. Déjà, c'est déjà juste choisir son logiciel d'email marketing. Donc, c'est choisir le bon logiciel. Généralement, pour les personnes qui débutent, je vous dirais ConvertKit reste une bonne option. C'est pas la moins Mhm. chère, mais c'est surtout qu'elle permet de faire les automatisations de base. Donc, c'est une fois que tu vas peut-être créer tes premiers tunnels de vente, ConvertKit peut t'aider là-dessus. Ça te crée aussi des pages d'atterrissage et ça envoie des courriels. Bon, c'est pas la meilleure, mais c'est vraiment comme une option qui
fait un peu de tout pour un solopreneur qui veut débuter son infolette. Donc, tu sais, tu peux commencer avec un compte gratuit. Deuxième point, c'est construire un peu ton lead magnet. Et ton lead magnet, dire, tu sais, comment attirer les gens vers ton infolette. Parce qu'il faut le voir un peu comme c'est un peu comme une relation transactionnelle jusqu'à un certain point. Là. C'est comme tu me donnes ton courriel et là, je te donne quelque chose en retour et moi, je vais toujours t'apporter de la valeur constamment via Mhm. mon affaire. Donc, c'est sûr que il faut donner une raison aux gens de se dire, OK, là, ça vaut la peine de... ça vaut la peine, justement, que je puisse donner mon courriel et obtenir quelque chose qui va être intéressant pour moi. Ça, c'est la première chose que je verrais. Le plus dur, en fait, là, je dirais, c'est là que je pense il y a beaucoup de gens qui procrastinent, moi incluant. Là-dessus, quand on parle du lead magnet, c'est que tu sais, si tu ne sais pas quel type de client que tu veux attirer, tu sais pas quel lead magnet que tu devrais créer. Ça, c'est, je pense, la tâche la plus Mhm. difficile. Parce que C'est moi vrai. aussi, tu sais, autant, tu sais, moi, je dirais, c'est fait votre lead magnet. Tu sais, en e-commerce, tu sais, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, on dit, OK, donner un code pro de 10% ou une livraison gratuite. Quand maintenant, c'est attirer un client en service, ben, tu sais, qu'est-ce qui plaît vraiment à mon client si tu n'as pas testé? C'est là que parfois on procrastine. Donc peut-être que, tu sais, là, je le dis aussi au début, je suis comme, Ouais. l'email marketing reste important, on s'entend, et c'est super important, mais quand tu n'as pas encore un produit market fit, ben, tu sais, avant de penser à emailing, pense déjà à établir ton produit market fit. C'est établir, c'est quoi ma proposition de valeur, qu'est-ce que je peux apporter pour mes clients et comment je peux me positionner dans le marché. Ça, c'est la chose auquel il faut penser avant même de penser à l'emailing. Oui, tu sais, c'est important. Tu sais, en e-commerce, c'est plus simple parce que tu sais, tu fais juste lancer une publicité, tu vas chercher les bonnes personnes et directement, tu as déjà ton système en place. Alors qu'en service, il y a quand même quelques nuances qu'il faut considérer dans l'équation. Donc ça, c'est première étape, faire son lead magnet. Ensuite, tu te crées une landing page, une page d'atterrissage. Donc ConvertKit peut faire ça très simplement. Tu crées ta page, tu expliques voici qu'est-ce que tu vas obtenir en laissant ton courriel. À partir de là, tu sais, tu mets une petite automatisation pour que les gens, dès qu'ils s'inscrivent, ils vont recevoir le message. Bonjour, voici tu sais, ce que tu as demandé. Et t'assures bien sûr de livrer Mhm. la marchandise. Ça, c'est vraiment comme une première étape. Ouais. Je pense que c'est vraiment très pertinent, peut-être juste pour que les gens qui écoutent comprennent le principe du lead magnet, là, parce que je sais qu'on se comprend, on en Ouais, parle tout le temps. c'est bien vrai. Mais dans le fond, on peut peut-être ajouter là, si je suis pas claire, là, mais c'est comme soit une gratuité, ou ça peut être un offre spéciale que tu donnes aux gens qui s'inscrivent à ton infolette, justement, en échange du courriel. Fait que ça permet rapidement de créer un espèce de lien de réciprocité, si on veut. Euh, Puis c'est comme la base de la relation email marketing. Puis après ça, ben il y a tout ce qui suit. Fait que si on plonge dans le après le lead magnet, fait que là, tu disais c'est bon de mettre en place une automatisation. Euh, Au niveau de l'automatisation, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que ce serait comme je sais qu'il y a des séquences de bienvenue, par exemple, qui sont bonnes à mettre en place. Qu'est-ce qui serait le plus important? Parce qu'il existe tellement de séquences de courriels qu'on peut faire. Il existe la séquence de bienvenue, la séquence de upsell, la séquence de tout ce qui est comme recueillir des témoignages. Il existe, en tout cas, fait que tu sais, sachant qu'il Ouais, en existe une dizaine, j'avais fait d'ailleurs une section là-dessus dans mon projet personnel sur comme toutes les séquences de email marketing qu'on peut mettre en place. Mais selon toi, qu'est-ce qui a le plus d'impact pour débuter parmi toutes les séquences qu'on peut mettre en place? tu sais, je dirais celle, ouais, pour quelqu'un qui est en train de service, admettons, sachant que je m'adresse vraiment avec, bon, pour les gens qui écoutent le podcast, séquence Mais il de y a des bienvenue. gens aussi en e-com, je pense, qui écoutent parce que j'ai quand même reçu des invités qui ont des Ah, ok. entreprises de e-com, juste pour te mettre en Ok, compte. ok, donc là-dessus, moi, je dirais, bien, dans tous les cas, c'est-à-dire, si je veux entrer de service, pour ceux qui veulent se lancer l'entreprise, une séquence de bienvenue, 4 à 6 courriels. C'est la première, c'est vraiment, tu présentes t'es qui, tu donnes, bien sûr, en fait, premier courriel, tu sais, tu donnes ton lead magnet, voici ton bonbon, voici le gâteau que tu as demandé, et tu établis un peu, voici c'est quoi les attentes. Donc, chaque semaine, je vais t'envoyer une infolettre, voici quel type de truc, tu sais, et tu peux aussi le dire, ok, ben, tu sais, dans mon infolette, tu sais, je vais aussi te proposer des produits, des choses comme ça, tu sais. Au moins, Mhm. tu établis les attentes, tu évites justement les déceptions. Je vais prendre un exemple, là, il y a une créatrice sur Twitter que je suis, je pense que c'est Océane Maria, elle, elle le dit direct dans son infolette, tu sais, tu vas recevoir 2 invites par semaine, j'aime vendre, donc tu sais, je crois que mes produits ont de la valeur, donc je vais essayer de te vendre régulièrement. Tu sais, elle le dit, puis je suis comme, OK, le produit Ouais. qu'elle propose,
ils sont intéressants. Donc, là-dessus, là, Mhm. je sais ce qu'ils attendent. Deuxième point, c'est vraiment de miser sur tu sais, qui tu es comme entreprise, qu'est-ce que tu fais, comment tu peux aider les personnes comme Mhm. telles. Là, Ouais. soit si tu es solopreneur, ben, tu prends qui tu es. Si tu es une entreprise en e-commerce, parfois tu peux soit te prendre ta compagnie, c'est qui est le fondateur ou la fondatrice. Troisième, en e-commerce, moi j'avoue que j'aime beaucoup plus miser sur les témoignages. On va voir, OK, voici ce que les gens disent de moi. Si tu es en service, ben, je peux dire voici le genre. Ça peut être une étude de cas que tu présentes, voici ce que mes clients ont tenu en travaillant avec moi. Donc ça aide aussi les personnes à mieux comprendre c'est quoi le retour Ouais. sur investissement. Puis, OK. Fait que d'un côté, t'as les séquences marketing. D'un autre côté, si je me trompe pas, t'as aussi les emails que tu peux envoyer régulièrement euh, à tous ceux qui sont inscrits là, pour justement les maintenir comme à l'affût de tout ce que tu fais, continuer de créer une relation avec eux. Fait que à ce niveau-là, qu'est-ce que tu conseilles au niveau, par exemple, de la fréquence du type d'email à envoyer de manière continue? Qu'est-ce que tu as remarqué qui fonctionne selon tes expériences? Là-dessus, en gros, ça dépend. C'est parce que Mhm. je vais dire, il faut varier. Ça dépend où est-ce que tu en es rendu. C'est combien de personnes que tu as dans ta liste. Comme tu sais, autant, je vais dire, c'est la constance, ça paye. C'est si je prends par exemple des plus gros clients avec qui je travaille, il y en a qui m'ont envoyé jusqu'à 3 infolettes par semaine. C'est quand Mhm. même beaucoup, alors que il y en a qui envoient une infolette par mois. Ouais. La chose que je peux te dire, c'est essayez pas tout le temps de vendre dans vos infolettes. Parce qu'à un moment donné, si vous êtes tout le temps vendre, 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 les gens, ils veulent pas. Il y a un point, il faut penser à tout ce qui est l'éducation, surtout si vous vendez des produits qui sont plus chers ou plus complexes. Il y a aussi la partie carrément, euh, entertainment, si on veut entertain les personnes. C'est surtout les marques de cosmétiques, les marques dans tout ce qui est les vêtements. Parfois, juste divertir les gens, ça reste aussi. Personne, je dis pas non plus d'être impertinent, mais tu sais, juste cet aspect-là, dire qu'on voit ça comme du contenu. C'est de la même façon que les gens sur TikTok se disent, OK, ben, je crée du contenu éducatif, du contenu drôle. En emailing, c'est la même chose. La seule différence, c'est que là, ta fréquence va être bien moins que TikTok. Tu sais, TikTok, tu peux publier chaque jour. C'est Mhm. rare que les gens vont vraiment se dire, OK, ben là, je suis tanné de te voir dans mon fil d'actualité. Alors Ouais. qu'en email, si tu envoies chaque jour une info, à moins vraiment que tu sois extrêmement pertinent chaque jour, c'est- Mhm. là-dessus, c'est comme une certaine balance qu'il faut atteindre. Je dirais pour ceux, les personnes qui commencent, là, mettons, essayer de viser aux 2 semaines. Ce serait quand même une bonne balance entre, une fois par mois, je trouve que c'est pas assez. Là. Une fois par mois, on reçoit tellement de courriels, chaque jour, les gens ils vont t'oublier, veut pas. Ouais. Je trouve que, et je réalise ça, c'est beaucoup de gens, surtout peut-être les marques plus, on va dire cosmétiques, vêtements, où là, le design est important. Il y en a qui vont vraiment se freiner, se dire que je ne vais pas passer à l'action parce que euh, ils veulent que ce soit parfait, mais je suis comme, honnêtement, accepte de te tromper, accepte que ce ne sera pas parfait. De toute façon, tu laisses beaucoup plus Mhm. d'argent sur la table juste parce que tu n'as pas euh, justement cette présence-là. Ouais. C'est quoi, ça c'était quelque chose dans la tête, là, si je te dis, c'est quoi la plus grande erreur que tu as vue en faisant tes emails marketing au cours des dernières années? Je dirais que c'est le fait de ne pas envoyer d'infos. Et j'explique OK. pourquoi ne pas Ouais. en envoyer. C'est arrivé quand même, tu sais, je pense, 1 à 2 fois avec des clients, justement, qui, tu sais, ils avaient une base de données assez conséquente. On parle de parfois milliers, dizaines de milliers de courriels. Et là, on se dit, OK, ben, là, on veut commencer à envoyer des infolettes. Le truc, c'est qu'en email marketing, il y a ce qu'on appelle le taux d'attrition. Donc, le taux d'attrition, c'est dire que à travers une année, c'est pas rare que 20 à 30% de ta base ne soit plus bonne. Il y a des gens qui vont se désinscrire par eux-mêmes, mais tu as aussi une partie des gens qui tu sais, vont juste ne pas lire tes infolettes. C'est soit que tu sais, ils ont archivé, soit que parfois aussi juste que leur adresse courriel n'est plus bonne aussi. Là, ça arrive aussi. Donc, si, admettons, tu n'as pas envoyé d'infolettes sur une longue période de temps, et que, admettons, tu as des milliers, mais tu sais, c'est malheureux, mais ça arrive, il y a des cas où tu dois carrément supprimer une partie de ta base de données, se dire, OK, ben, ces Mhm. gens-là, si tu envoies des infolettes, ils vont rien. C'est dormant, c'est mort. C'est comme du bois mort, là, ça va pas se réveiller magiquement. Ouais. Bonne façon de le voir. Ben c'est sûr que je pense que c'est ça, c'est quand même pas mal de planification, les infolettes. Ben comme beaucoup de canaux, là, mais tu sais, trouver
le contenu, les textes, faire le design, tout ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut s'assurer de justement pouvoir tenir la fréquence? Si on prend l'exemple de quelqu'un qui commence puis qui veut se lancer à 2 fois semaine, je sais pas si ma question est claire, là, mais Ouais. moi, par exemple, je serais la personne qui a de la misère à maintenir une certaine fréquence, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup d'énergie, là, de s'entretenir sur les réseaux sociaux, envoyer des infolettes. Euh, fait que c'est ça, si tu avais comme un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en email marketing, mais qui a comme peur de pas être en mesure de maintenir une fréquence raisonnable, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je le vois en 2 points. Et là, c'est là que ça peut être un peu plus. En fait, je vais répondre e-commerce et je vais répondre pour les entreprises de services. Les entreprises de services, l'avantage, c'est que tu peux vraiment reposer sur que le texte pour faire tes affaires. Donc, tu n'as pas l'aspect visuel à considérer. Donc Hmm. là-dessus, pour quelqu'un qui est en service, c'est vraiment plus de penser, tu sais, qu'est-ce que je peux partager, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon à partager. Donc, tu sais, moi, ce que je dirais, quelqu'un qui est en service, c'est déjà va voir qu'est-ce que ta compétition fait en train de la faire. Tu sais, abonne-toi aux infolettes de tes compétiteurs et autres personnes pour voir qu'est-ce qu'ils font déjà, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce que tu vas apporter comme valeur. Ça, c'est les premières questions à se poser. Puis ensuite, c'est vraiment de se dire, OK, ben là, en, en partant de ce que tu as vu chez tes compétiteurs, qu'est-ce que tu peux apporter de plus? Donc, tu écris tes premières infolettes. Encore là, tu sais, l'avantage quand tu as une petite base, par exemple, si tu me dis, OK, là, je viens de débuter, je suis comme, OK, c'est seulement peut-être des dizaines ou des quelques centaines de personnes qui vont te lire. C'est pas non plus des milliers de gens à qui t'écris. Non, donc, tu sais, tu peux te tromper. Au pire, ils vont soit se désabonner ou bien ils ne vont pas la lire. Faut le voir comme ça, cette façon-là. Donc, c'est généralement dans les affaires, tout ce qui est dans le service, c'est ce qu'on voit très souvent. C'est, admettons, soit tu éduques les gens, soit tu partages des études de cas, soit, tu sais, tu proposes, voici, je suis en train de faire un lancement pour tel produit. Donc là-dessus, tu établis un Ouais. peu tes piliers de contenu. Donc, comme en création de contenu en général, là, donc, tu veux éduquer, étude de cas, tu montres, voici ce que je peux apporter, voici mes services, et là, tu intègres ça de temps en temps. Ça, c'est comme ça que je répondrais pour quelqu'un en service. En e-commerce, c'est là que c'est un peu plus complexe parce que là, tu as la partie design qu'il faut considérer. OK. Donc, design, là, ça veut dire, OK, moi, ce que je recommande, c'est déjà de créer des gabarits dans ton Mhm. logiciel d'emailing, donc que ce soit Klaviyo, euh, Mailchimp, Omnisend, peu importe, tu sais, crée déjà tes propres gabarits. Aussi, moi, pour les marques e-commerce, honnêtement, Canva, ça, c'est un excellent outil pour avoir un design qui est clean et qui est propre. Donc, moi, ce que je fais parfois pour mes clients, c'est que, tu sais, j'ai déjà comme des designs préfaits comme tel. Dans Canva, vous pouvez comme intégrer vos couleurs de marque, vos polis et des choses comme ça. Donc, directement, on peut créer son propre branding rapidement. Là. Donc ça, c'est une chose que je recommande, c'est créer déjà vos propres gabarits dans Canva de design, intégrer ça dans votre logiciel de emailing, et à partir de là, quand va être le temps de construire vos courriels, ça va être beaucoup plus rapide. Troisième point Ouais. maintenant, c'est se dire, ce serait de se dire, c'est qu'est-ce que je vais apporter comme valeur à mes clients. Donc là-dessus, même chose, c'est faites une recherche de la compétition, regardez qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que vous aimez de vos compétiteurs pour dire, tu sais, comment je peux m'en inspirer. À la limite, tu sais, vous pouvez même vous créer des swipe files. Swipe files, donc c'est vraiment, tu sais, un dossier avec les infos que vous aimez pour ne jamais manquer d'inspiration. Ouais, je pense que c'est un bon truc que aussi je conseille toujours en publicité, là, de garder des swipe forts, des compétiteurs pour voir c'est pas nécessairement copier, mais au moins savoir, OK, qu'est-ce que je peux faire pour me différencier, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce que je veux pas, tu sais. Puis la partie design, je pense que c'est super pertinent, mais je me dis, dans le fond, je pense que ça peut aussi être important au niveau du service parce que pour justement, moi, regarder des fois des gens dans le service, je trouve qu'il y en a qui se démarquent beaucoup avec leur design d'infolettes, que tu reçois toujours les infolettes qui ont tout le temps les mêmes designs, c'est comme super colorful, accrocheur. Fait que c'est ça, je pense que ça peut aussi être applicable parfois là, pour le service. Puis d'ailleurs, j'ai vu là, cette semaine que tu as lancé ton infolette pour les e-commerce, si je me trompe pas. Fait Ouais. que peux-tu nous parler un petit peu de ça? C'est quoi que tu veux aller chercher avec?
le but, en fait, bon, histoire courte, c'est que, tu sais, j'avais déjà annoncé l'infolettre l'année dernière. J'avoue que je l'ai pas vraiment assez étudié. En réalité, j'avoue qu'il y avait tellement de changements dans l'entreprise que j'ai pas vraiment pu accorder le temps nécessaire avec l'infolettre. Là, tu sais, j'ai fait ma planification 2024, puis là, je me suis dit, OK, je veux vraiment pouvoir mettre ça de l'avant. Et c'est quand même drôle, là, si je raconte un peu l'histoire parce que, tu sais, souvent, je répète, autant sur LinkedIn à mes clients, c'est l'importance de diversifier comme telle chose que, tu sais, je faisais pas assez. Tu sais, oui, j'ai mon YouTube, j'ai mon TikTok, choses comme ça, puis je sais créer du contenu, mais hier, justement, là, LinkedIn pensait que, ils m'ont dit, ah, mais là, on t'accuse d'être un robot, là. Faites Ah ouais. attention, vous risquez d'être banni. En gros, tu sais, j'ai juste envoyé des invitations ciblées, puis là, j'étais comme, ah, OK, tu sais, là, ça m'a comme rappelé, là. OK, ben, tu sais, je peux aussi tout perdre à tout moment. Donc là, ça m'a donné un peu Ouais. ce petit coup de pied, là, pour me dire, OK, il faut que, tu sais, là, j'active. Tu sais, j'ai déjà des courriels, mais j'ai pas pris le temps de bien les activer. Donc, qu'est-ce que je vais faire essentiellement pour 2024? C'est vraiment partager mes connaissances, créer mes lead magnets. Là, en fait, j'en avais déjà, mais je vais commencer vraiment à en parler plus dans ma création de contenu sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment sur ça que je veux mettre l'accent pour 2024. Là, tu sais, bâtir en moi-même ma propre infolettre parce que c'est autant, je peux dire que j'ai envoyé des millions d'infolettes avec mes clients en 2023. J'ai pas pris le temps de le faire pour moi. Tu sais, j'étais vraiment comme cordonnier mal chaussé. Là, je me dis, il faut que je le fasse pour moi, surtout que, tu sais, on est dans un Mhm. monde où, ben, tu sais, maintenant, c'est plus compétitif. On parle de crise économique, donc c'est sûr qu'il y a plus de gens qui vont commencer à se mettre à la création de contenu. Donc, c'est quand même important aussi Ouais. de se mettre de l'avant. OK, super. Ben, ça fait totalement du sens. Puis maintenant, ben, pour terminer, peux-tu nous parler un petit peu plus de tes services, puis comment les gens peuvent te contacter si jamais ils ont besoin de ton aide? 100%. Donc moi, de mon côté, ce que j'offre, c'est vraiment un service vraiment tout inclus pour l'email marketing, pour les boutiques en ligne. Donc essentiellement, je travaille vraiment avec des boutiques qui ont déjà un produit market fit. Donc tu sais, tu fais au moins du 6, 7, 8 chiffres en chiffre d'affaires. Donc moi, je peux t'aider, c'est mettre en place le logiciel Klaviyo. Moi, je travaille avec Klaviyo pour l'email marketing d'e-commerce. Je trouve que c'est comme ce qu'il y a de mieux sur le marché présentement. Tu sais, il y a d'autres solutions aussi qui sont intéressantes, mais tu sais, Klaviyo reste que ça a été fait pour les boutiques en ligne spécifiquement. Donc, tu sais, j'étais là à mettre en place les bonnes automatisations. Donc, c'est séquence de bienvenue, panier abandonné et toutes les autres que souvent, tu sais, on parle pas, qui sont oubliées, mais qui pourtant rapportent des milliers, parfois des millions de dollars sur la table. Deuxième étape, c'est tout ce qui est genre soit stratégie ou t'aider avec les calendriers éditoriaux, parce que la réalité, là, surtout en emailing, c'est quand même un canal qui est le travail est plus chronophage, en fait. Surtout quand on parle une boutique en ligne où là, le design est important. Parfois, tu sais, il y en a pour qui ça vaut la peine de déléguer. Donc, c'est quelqu'un qui fait du 7 chiffres. Parfois, là, ça peut être intéressant. Si tu fais du 6 chiffres, par exemple, à mon avis, t'es peut-être mieux de demander un calendrier éditorial ou de l'aide pour envoyer tes propres infolettes, mais ça vaut pas la peine parfois de déléguer parce que, tu sais, il y a tout ce temps de rédaction, design. Et si tu délègues à quelqu'un d'autre, c'est sûr que le prix par infoletette va être beaucoup plus cher. Donc, c'est pour ça que ce que je propose pour certains clients, c'est vraiment, tu sais, je te fais une stratégie, je te fais des calendriers éditoriaux. Il y en a d'autres avec qui, au contraire, là, on va vraiment dans, je fais tout pour toi, comme tel, et là, je peux vraiment t'aider euh, à faire le travail pour qu'on puisse en dire ensemble, comme tel, et surtout conserver tes marges de profit. OK. Puis comment les gens peuvent te Ah contacter oui, s'ils ont tu sais, je besoin? dirais majoritairement sur LinkedIn, oui, sinon sur mon site web lorfismarketing.com, et sur voilà, ou bien LinkedIn aussi, où je suis quand même très actif sur la plateforme. Super. Ben, je pense que c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Fait que merci beaucoup pour tous tes partages. Je pense qu'il y a toutes sortes de trucs qui en sont sortis, autant au niveau de LinkedIn que email marketing, freelancing. Fait que ça va être super intéressant pour autant les commerces électroniques que les entreprises de services, étant donné que tu baignes un petit peu dans les deux en même temps. Euh, puis c'est ça. Fait que merci encore. Puis on se reparle. Merci à toi, Nathaniel, l'invitation. Merci d'avoir écouté mon épisode avec Thierry. Donc, comme toujours, je termine avec 3 choses que tu peux retenir de cet épisode. Premièrement, documenter ton aventure sur LinkedIn de manière constante peut être une excellente façon de bâtir ta notoriété. Deuxièmement, créer un lead magnet pour donner de la valeur à ceux que tu veux attirer est une excellente façon d'accroître ta liste de courriels. Et finalement, maximise tes retombées en mettant en place des séquences de courriels
dont une séquence de bienvenue pour commencer. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Viséo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode pour qu'il puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tag-moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable et on se retrouve dans le prochain épisode.